BFM Business, Intégral Bourse, met les points sur les i. Avec Philippe Béchade qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Philippe. Bonjour Cédric. Merci de nous avoir rejoints. On voit une conjoncture qui se dégrade, des profit warnings qui se multiplient et des marchés qui montent malgré tout. Votre conviction, ça reste que on vit dans l'espoir d'un geste de la Fed ? Oui, absolument. Comme j'avais déjà eu l'occasion de l'expliquer, des hausses de 10 à 12-13% en moyenne pour les indices américains depuis le début de l'année. Quand on fait la liste des mauvaises surprises, des signes de ralentissement économique, on ne peut qu'en conclure que chaque fois qu'une nouvelle est mauvaise, elle ne fait qu'entretenir et exacerber les attentes d'un QE miraculeux, d'une nouvelle injection de liquidité qui sauverait le drogué comme sa dose peut le faire lorsqu'il se sent en manque. Mais malgré tout, quand on écoute Ben Bernanke, on l'a entendu encore hier et on le réentendra tout à l'heure, pour le moment, il n'a pas donné de message très clair de l'imminence de ce fameux, de cette fameuse dose. Ah, c'est tout à fait juste. Effectivement, quand on lit le discours hier, plus les réponses qu'il a fait aux journalistes, où vraiment il contrôle sa communication de façon absolument remarquable, mais quand lui ne dit rien, eh bien, c'est un de ses collègues, ou une de ses collègues en l'occurrence hier, qui vient dire que la Fed réfléchit effectivement à plus de stimulus monétaire. C'est tout à fait typique hier, le discours de Ben Bernanke, dès qu'il est connu, pouf, les indices boursiers perdent pratiquement 1% en ligne droite. Et puis, à 17h45, de ce coup, ouf, le Dow Jones repasse de moins 0,4, moins 0,5 à plus 0,6. Il prend 120 points. Que se passe-t-il ? Eh bien, tout simplement, Madame Sandra Pianalto, qui est une des membres votantes de la Fed, donc rappelle que effectivement, si le ralentissement perdure, eh bien la Fed fera certainement quelque chose. Alors quand c'est pas Monsieur Bernanke qui le dit, voilà, il y a toujours quelqu'un pour entretenir la flamme et le but, c'est de pousser Wall Street, c'est ça ? Écoutez, c'est évident. Les deux précédents quantitative easing n'ont relancé ni l'économie, ni l'emploi. Enfin, je vais pas vous faire la liste. Par contre, les indices boursiers, ils ont gagné 40-50%. L'inflation aussi, elle a fait des sacrés bons. Alors pas tellement en Europe ou aux États-Unis, mais on l'a vu en Chine, à tel point qu'aujourd'hui, s'il y a bien des gens qui ne veulent pas entendre parler d'un quantitative easing, ce sont les Chinois. Mais rien n'y fait. Hier soir, j'entendais des commentaires après la clôture à Wall Street. Ceux qui pensent que Monsieur Bernanke va faire quelque chose, ils pensent qu'il va le faire très vite, peut-être dès la fin du mois de juillet, ou alors il va annoncer quelque chose comme c'est la tradition au sommet de Jackson Hole, et eux sont extrêmement sûrs de leur fait. On sait très bien, on pourra leur démontrer par A plus B qu'un quantitative easing n'a aucun effet sur l'économie. Ce n'est qu'un alibi, faire un quantitative easing pour soutenir la croissance. C'est un mensonge absolu. Mais qu'est-ce que veut Wall Street ? Ça concerne Wall Street, non ? Exactement. Wall Street veut de l'argent pour monter. Ça ne crée rien du tout, mais c'est pas grave. Voilà comment ça fonctionne. Bon, combien de temps ça va durer, ça, je n'en sais rien. Et ça marche aussi à Paris ? Alors, s'il y a bien, en fait, un endroit où le quantitative easing pourrait peut-être effectivement avoir au moins un effet économique, c'est effectivement en Europe où on s'enfonce partout dans la récession. L'Italie est à moins 2%. On apprend depuis hier, ça a été redit ce matin, que la Sicile est peut-être en faillite. C'est Monsieur Monti qui le dit, on peut peut-être le croire. Donc là, c'est vrai que là où on aurait besoin d'un quantitative easing, là on est bien certain qu'il n'aura pas lieu. Donc, moi, la question que je me pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui va se passer si jamais, effectivement, le quantitative easing voyait le jour. Moi, je pense qu'il est déjà très très largement dans les cours, et quand je vois aujourd'hui que dans des marchés qu'on dit sereins, qu'on dit finalement en bonne forme technique, quand on voit des effondrements de 30-40% en quelques semaines de titres comme Peugeot ou Alcatel, je me dis que le marché est peut-être pas si bien que ça, ou si ce genre d'accident se produit, c'est qu'effectivement il n'y a pas de vrais acheteurs dans le marché. Donc Peugeot, Alcatel sont des entreprises qui aujourd'hui en tout cas ne créent pas de valeur. Alors, elles créent pas de valeur pour l'actionnaire temporairement.
Alcatel en crée l'année dernière, ils ont dégagé 1 milliard. Peugeot en dégageait en 2010. Donc il y a des cycles. Et toutes les entreprises actuellement qui publient aux États-Unis, certaines vont annoncer des pertes, mais elles vont monter. Parce que les pertes seront moins importantes que prévu et qu'on a toujours derrière le fantasme du QE3. Puis il y a aussi une chose, moi, qui me hérisse, c'est de dire que Alcatel ou Peugeot, finalement, ça n'a même plus de valeur boursière parce que ça ne crée pas de valeur. Mais une entreprise qui distribue 2 milliards de salaires par an, c'est le cas d'Alcatel ou de Peugeot. Et dans le cas de Peugeot, c'est même 5 milliards de salaires qui sont distribués indirectement au travers des sous-traitants, etc. Comment peut-on dire qu'une entreprise qui distribue 2 milliards de salaires ne crée pas de valeur? Imaginez une économie où les entreprises seraient comme des péages autoroutiers, c'est-à-dire qu'il n'y a pratiquement plus aucun salarié dans les péages, tout le monde paye par carte. Donc l'entreprise ne fait qu'encaisser du cash, il n'y a pas de salariés, il y a juste à payer le salaire du PDG, de deux comptables et éventuellement les jetons de présence des membres du conseil d'administration. Mais qu'est-ce que serait l'économie si toutes les entreprises ne faisaient que créer, entre guillemets, que de la valeur pour l'actionnaire et il n'y aurait plus de salariés? Mais où est-ce qu'on irait? Donc là, franchement, dans le cas de Peugeot et Alcatel, je me dis que là, on atteint des sommets d'absurdité. La simple preuve, c'est que Peugeot vient de lever 1 milliard au début de l'année, donc 1 milliard de trésorerie. Le siège social, avenue de la Grande Armée, ça vaut 500 millions. Les terrains sur lesquels sont bâties les usines, à Mulhouse, Poissy, Rennes, je vous fais pas la liste, il y a certainement un patrimoine foncier qui se chiffre au moins à 1 demi-milliard, la participation dans Forestia. Bref, vous avez des Barclays pour écrire que ça vaut 5 euros, quand la valeur d'actifs de l'entreprise est d'au moins 15 euros, en étant pessimiste noir, en imaginant que Peugeot ne créera pas de valeur entre guillemets jusqu'en 2015-2017. Même chose pour Alcatel. Là, on va avoir un plan en faveur des télécoms. Et hier, on a à l'ouverture, juste à 8h59, d'un seul coup, des millions de titres qui tombent et qui font réserver Alcatel à la baisse. Résultat derrière, panique à la baisse. Mais quand on regarde la valeur d'Alcatel, c'est hallucinant. Comment peut-on avoir aujourd'hui un titre qui vaut 91 centimes, le même prix qu'en 2009 au plus bas, alors qu'à l'époque le titre perdait 5 milliards. Et ben voilà. Il y a des choses qui me paraissent complètement absurdes. Les points sur les i sont mis aujourd'hui par Philippe Béchat. Merci.